qu'on achète avec le cœur, qu'on achète avec les sentiments qu'on a, avec l'impression, avec le feeling. Même si on raisonne, même si on est rationnel, à un moment on a envie que l'entrepreneur en ait envie plus que tout, parce qu'on bûche, il y aura des difficultés, il y aura des moments importants, on cherche du cash, on n'en trouve pas, on lève des fonds, on les trouve pas, à moitié, voilà, on a des bras de fer avec les banquiers. Comment développer son entreprise en 2019 pour optimiser sa relation client, pour développer au mieux son réseau, pour faire face à la concurrence? Eh bien écoutez, à toutes ces questions, je suis vraiment ravie et j'ai l'honneur d'accueillir pour vous une des plus expérimentées et des plus engagées chefs d'entreprise en France. J'ai nommé Sandra Legrand. Elle est engagée dans l'entrepreneuriat et dans le développement de l'entreprise depuis plusieurs décennies. Elle est auteure de 2 livres à succès qui sont Entreprendre un peu, beaucoup, passionnément, qui est une bible pour les entrepreneurs, et également un livre qui a été fait avec Evelyne Platnik-Cohen, L'ambition est-il un vilain défaut? Sandra Legrand est marraine de 100 000 entrepreneurs, est engagée dans le réseau Entreprendre, dans le réseau Croissance Plus, et j'en oublie. Et surtout, Sandra Legrand est une serial entrepreneuse avec une réussite remarquable, avec l'une de ses premières entreprises qui était Canal CE, devenue Calidea, vendue auprès d'un grand groupe avec près de 200 salariés et 70 millions de chiffre d'affaires. Mais avant de pouvoir justement lancer cette entreprise, pour être entrepreneur, Sandra Legrand a été intrapreneur au sein de Coca-Cola pendant 11 ans. Aujourd'hui, dans la foulée, après avoir revendu son entreprise, elle recrée une entreprise qui s'appelle Yapuka, destinée à entraîner les jeunes dans leurs entretiens. Sandra Legrand, merci beaucoup d'être avec nous pour la télé des entrepreneurs. Vraiment, donc, aujourd'hui, Sandra, quand on relance une entreprise, quelles sont les difficultés auxquelles on se confronte pour lancer une entreprise aujourd'hui? Alors merci Marie, moi j'ai à cœur d'encourager tous ceux qui parlent des entrepreneurs, parce que c'est ma passion. Alors, avant de penser aux difficultés, il faut quand même penser aux joies, sinon on ne recrée pas. Donc créer, c'est déjà une énergie, un enthousiasme incroyable, parce que vous démarrez, alors le plus souvent from scratch, comme on dit, de rien, et puis vous créez, ça monte, et ça se développe. Donc, des difficultés, il y en a tout le temps. Mais après, vous savez, c'est comme les Chinois, la crise, on le voit comme opportunité ou comme menace. Moi, je dis toujours que c'est dans la difficulté qu'on apprend, que c'est difficile, mais on trouve toujours des solutions. Voilà, moi, je suis une apporteuse de solutions. Il faut réfléchir, il faut être créatif, il faut se faire aider, et les solutions arrivent. Voilà, mais il faut beaucoup de volonté, beaucoup de pugnacité, beaucoup de résistance, même de résilience, mais on trouve des solutions à tout, parce que créer, c'est fabuleux. Et ça permet effectivement de réaliser de belles choses. En préparant cette interview, Sandra, on parlait justement, eh bien, quand on a mené une entreprise au sommet, comme vous avez fait avec Canal CE puis Calidea, eh bien, on redémarre à zéro. Et donc, vous me disiez, ben, on oublie presque les débuts. Les débuts, comment éventuellement ça peut être lent, mais les décisions rapides qu'on doit prendre. Donc, de quelle mesure, enfin, par rapport à quel éléments vous parlez particulièrement? Alors, j'ai envie de dire que l'idée est importante, bien sûr, mais ce qui compte, c'est l'exécution. Et c'est vrai que quand on décide de créer une entreprise ou de recréer, peu importe, il faut avoir des situations de bon sens, en se disant quel est le marché, quelle est la cible, quel va être mon produit, qu'est-ce qui est ma value proposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans la valeur du produit qui va faire la différence et que les gens vont l'acheter. Et puis après, bien évidemment, comment je finance le développement, ça c'est assez clé, comment j'en parle, comment je me fais connaître et quel est le modèle économique. Et ça, ce qui est important, c'est le modèle économique. Moi, je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup de cours, HEC, Cage, etc. Et je dis toujours, ce qui est important, c'est d'avoir un modèle économique solide. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est B2C, tout ce qui est B2B. Donc le B2C, c'est quand on s'adresse à l'individu, à la personne. Alors c'est compliqué, parce que ça c'est très long, hein, il faut se faire connaître, il faut être présent à l'esprit, il faut que la marque puisse décoller. Et puis il y a le B2B qui est plus adressé au business, donc aux entreprises. Et là, le B2B, on maîtrise un peu mieux, puisque on prospecte, on fait des rendez-vous, on fait des propositions, ça signe pas, mais en tout cas, c'est plus à notre main. Et je dis toujours qu'un bon business model, c'est celui qui peut être un peu équilibré sur ses deux jambes, le B2C et le B2B. Qui est aussi, en termes de revenus, à la fois des revenus, comme on dit, one shot, c'est-à-dire je vends, j'ai ma marge,
mais aussi peut-être de la récurrence dans les revenus, des modèles d'abonnement, des modèles de récurrence au niveau de ce qu'on peut payer, voilà, des choses ou des contrats de 2, 3 ans, 4 ans, pour qu'il y ait une petite stabilité, ou en tout cas une assurance de pouvoir couvrir ses frais fixes. Voilà. Donc le business model est important. Ça veut dire en fait que au départ on commence surtout avec des actions pilotes en B2B et après on se lance en B2C, c'est ça que vous dites? Alors, ça dépend. Moi, par exemple, sur Yapuka, que j'ai créé avec une amie de 30 ans, Valérie Falala, qui est cofondatrice avec moi, on a forcément démarré sur le B2C. On s'adresse aux jeunes, aux étudiants, qui veulent en fait se préparer à l'entretien pour des concours d'entrée-école, des stages ou un emploi quand ils sortent des études. Et puis assez vite, on a été amené à travailler avec les écoles, avec les universités. Donc, pour ne pas les nommer, des schémas, des dauphines, la CCIP avec Sud de Vente, pour travailler sur l'apprentissage, par exemple. Hein, beaucoup de jeunes cherchent des entreprises et donc ont des entretiens à passer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille vraiment les deux domaines. Et l'un nourrit l'autre, forcément, puisque quand on est face à une classe de 30 ou de 60, forcément, ça fait 60 individus qui, derrière, pourront aussi prendre des coachings individuels. Donc, Yapuka, c'est une ressource pour la vie, et qu'on soit individuel ou B2B, on a besoin de savoir s'exprimer, on a besoin de savoir être impactant quand on a un face-à-face, en rendez-vous, en interview. Donc justement, on a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se posent des questions en réseautage pour pouvoir faire passer leur pitch, qui ont l'impression parfois de manquer de confiance en eux. Je sais que votre partenaire Valérie Falala a mis en place une méthode justement pour faire un pitch impactant. Quels seraient les conseils ou les bonnes questions que nos entrepreneurs aujourd'hui pourraient se poser pour pouvoir voir si leur pitch est suffisamment impactant? D'abord, je leur dirais, venez vous entraîner avec nous, puisqu'on a un produit qui s'appelle le Pitch Entrepreneur, qui dure même 1h30, donc on peut express, on peut faire d'autres séances. Valérie a construit une méthode en 3 séances, hein, c'est 3 séances de coaching. Bien sûr, la première, c'est bien se connaître, après, c'est valoriser son expérience par le pitch, et après, c'est simuler des entretiens ou simuler des pitchs. Non, ce que je dirais, c'est qu'il faut déjà bien connaître son produit, bien sûr, bien connaître l'univers pour pouvoir tout de suite trouver les points différenciants, et puis expliquer quelques chiffres clés, que ce soit sur le marché ou sur son business, et puis surtout être enthousiaste. Voilà, parce que je pense que on achète avec le cœur, on achète avec les sentiments qu'on a, avec l'impression, avec le feeling. Même si on raisonne, même si on est rationnel, à un moment on a envie que l'entrepreneur en ait envie plus que tout, parce qu'on bûche, il y aura des difficultés, il y aura des moments importants, on cherche du cash, on n'en trouve pas, on lève des fonds, on les trouve pas, à moitié, voilà, on a des bras de fer avec les banquiers, voilà, donc une vie d'entrepreneur c'est une vie compliquée, et si l'entrepreneur ne porte pas son projet à fond, ça marchera pas. Voilà, donc c'est ce que j'ai dans le premier livre. Il faut pas y aller du bout des doigts, il faut pas en avoir à moitié envie, il faut vraiment, vraiment, vraiment être super motivé. Donc en fait, c'est une question d'état d'esprit. Et aujourd'hui, à votre avis, quels sont les freins que l'entrepreneur peut rencontrer pour justement créer cette envie, se donner envie d'acheter? Alors les freins, en fait, tout simple, le premier frein, c'est financement. Est-ce que ma boîte, mon produit, mon offre a besoin de cash pour financer le développement, l'exploitation? Il faut financer souvent la techno, un site internet, des outils qui vont avec. Il faut financer aussi des loyers, il faut financer des stagiaires ou des salariés. Bon voilà, il y a plein de choses à financer. Donc ça, effectivement, le premier sujet, c'est de quoi j'ai besoin, combien et pourquoi faire. Le deuxième sujet, c'est de se dire comment je vais aller dans la distribution. Est-ce que je fais une distribution uniquement online? Est-ce que je fais une distribution physique à travers des partenaires, à travers des magasins, à travers peu importe le circuit, mais il faut définir son circuit. Et puis après, il faut dire comment je fais de la croissance et comment je fais de la rentabilité. Parce que vous savez, on dit toujours, il faut faire croissance et rentabilité. Enfin, la chose la plus dure dans cette expression, c'est le « et ». C'est-à-dire que faire de la croissance, on sait faire de la rentabilité, on sait faire aussi, mais faire de la croissance et de la rentabilité, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'à un moment, vous allez investir pour vous donner les moyens de faire de la croissance, mais du coup, si vous investissez, vous aurez une rentabilité qui va être impactée. Donc, je pense que il faut avoir soit des investisseurs, soit des business angels. Nous, par exemple, avec Yapuka, on a fait venir quelques amis business angels. On a mis aussi de l'argent dans la société, bien sûr, parce que le fondateur doit aussi s'impliquer. Mais, bien évidemment, après, il faut qu'on amène du chiffre d'affaires, et c'est ce qu'on fait régulièrement, pour que l'entreprise commence à tourner et commence à montrer que son modèle, en fait, est validé. Vous voyez, je suis pas du tout, et j'encourage beaucoup le test and learn.
on fait des choses, on corrige, on modifie, etc., etc. Parce que ça, c'est vraiment ce que font les Américains et ce qu'on fait de plus en plus en France et surtout en start-up. Mais il faut absolument se dire que il faut avoir une feuille de route. Il faut pouvoir se fixer des objectifs. Moi, je travaille beaucoup par objectif. Alors, chez Coca-Cola, on était vraiment sur l'objectif. Mais chez Calidea, Canal CE, quand je l'ai créé, j'avais des objectifs dans tous les sens. On écrivait sur les tableaux au mur. Enfin, voilà, on s'enthousiasmait quand on arrivait au 100e contrat, au X cadre de chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'il faut aussi s'enthousiasmer, mais on ne fonctionne bien que quand on se fixe des objectifs qui peuvent être qualitatifs et quantitatifs. Je ne dis pas qu'il n'y a que les chiffres qui comptent. Il y a aussi comment la maturité du produit, qu'est-ce qu'on a développé, la composition. Voilà, Valérie travaille beaucoup sur le contenu pédagogique de ce qu'on donne aux étudiants à travers nos séances de coaching ou des séances collectives en classe auprès des étudiants. On fait des pitchs aussi. On entraîne les étudiants au pitch avant les forums métiers, puisqu'ils auront 2 minutes, ça va très vite, pour être impactant face à un Danone, un L'Oréal, un IBM, un Microsoft ou un Apple. Bien sûr. Donc voilà, tout ça c'est important et je dis toujours qu'il faut être très réseau quand je fais du réseau, alors le réseau c'est pas un gros mot, c'est comme l'ambition, c'est pas un vilain défaut, il faut réseauter intelligemment. Je fais beaucoup de conférences en entreprise, pour des clubs de femmes, en Orga 40, mais aussi pour des organismes, pour la BPI, pour les chambres de commerce, pour le MEDEF, etc. Parce que je pense que le réseau c'est une technique qu'on peut apprendre et qui peut se perfectionner. Alors justement, nos entrepreneurs qui ne sont pas tous conférenciers, comment est-ce qu'ils peuvent devenir visibles? Comment est-ce qu'ils peuvent construire leur réseau? Quels seraient les conseils que vous pourriez leur donner pour justement réseauter au mieux? Déjà, il faut sortir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réseauter chez soi ou dans son entreprise uniquement. Donc, aller dans des événements, que ce soit des salons, que ce soit des conférences, que ce soit des soirées de remise de prix, de trophées, il y en a beaucoup, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, il faut y aller. Ensuite, il faut y aller un peu organisé. Quelle est la cible, qui je veux voir, quel est le speaker, je me renseigne, qui sont les partenaires médias du prix, parce qu'il y a toujours des partenaires médias, etc., etc. Et puis après, il faut un peu de courage, parce que dans la soirée, au début, on est seul, on connaît personne. Voilà, courage, audace, parce qu'il va falloir pouvoir avoir envie, avoir le courage de sortir un peu de sa zone de confort et de dire je vais aller lui parler parce que j'ai pensé qu'on peut faire des choses ensemble. Quand on ne connaît pas, il faut se lancer. Voilà. Et puis après, il faut suivre. Voilà. Donc c'est une conférence qui dure 1h30, je peux pas résumer ça bien sûr. En 2 minutes, mais bien sûr. Il y a des techniques et honnêtement, entre je fais le réseau comme ça, en allant de temps en temps prendre une coupe de champagne, manger 3 petits fours et écouter la conférence, et j'y vais vraiment dans un but de réseau, d'améliorer mon personal branding, comme on dit, sa notoriété, mais aussi d'aller trouver du business, d'aller trouver des clients, des partenaires, des médias, etc. Bien là, il y a des techniques à mettre en place et il y a un petit peu de choses à faire. Oui, et puis surtout aussi de ensuite exploiter tous ces contacts après pour ça s'arrête pas. Pour ça, tout commence à ce moment-là. Alors, bien sûr, il faut exploiter les contacts, mais il faut être généreux. C'est-à-dire que moi, je dis toujours donner en premier. Et puis vous aurez ensuite un petit crédit et la personne n'aura qu'une envie, c'est de vous rendre ce que vous lui avez donné. Voilà. C'est justement en fait tout le principe des neurosciences appliquées au marketing et à la vente dont je vous parlais tout à l'heure quand on préparait ce rendez-vous. Absolument. Alors Sandra, aujourd'hui on a beaucoup d'entrepreneurs qui après 20 ans, 30 ans ou même 10 ans de service dans des grandes entreprises, créent leur propre entreprise, deviennent indépendants. Comment est-ce que on peut capitaliser et se servir de toutes les compétences et les expertises que l'on a pu justement vivre dans une grande entreprise pour pouvoir se lancer? Parce qu'en fait, l'univers est totalement différent. Tout d'un coup, on démarre une nouvelle aventure et beaucoup d'entrepreneurs se sentent un peu perdus. Alors, moi, je pense qu'on peut capitaliser sur toutes les expériences. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris chez Coca-Cola, je l'ai mis en place dans ma première startup Canal CE, où effectivement, le côté tester les produits sur le terrain, le fameux on the field, le fameux think positive ou think big, donc se fixer des objectifs, une ambition, toutes les techniques de management, toutes les techniques de motivation, de team building, tout ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut impliquer et apporter dans son entreprise. Peu importe ensuite, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas la même notoriété, mais on s'adapte. Ensuite, tout ce que j'ai appris, bien sûr, pendant 16 ans à la tête de Canal CE Calidea,
bien sûr, ça m'aide aujourd'hui dans Yapuka pour recréer en faisant peut-être moins d'erreurs, en améliorant certaines choses que je faisais moins bien, voilà, et puis surtout en étant avec une associée, ce qui est quand même complètement différent, parce que Canal CE, je l'ai créé toute seule, alors que Yapuka, je l'ai créé avec Valérie Falala. Donc c'est vrai qu'il faut capitaliser sur toutes les expériences, parce qu'avant, on était dans un marché, dans un milieu, par exemple Coca-Cola se comparait à Pepsi, Orangina ou les eaux. Maintenant, Coca-Cola peut se comparer à L'Oréal, à Danone, parce que tout est transversal aujourd'hui. Toutes les techniques, on peut les appliquer dans peu importe le marché. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai appris, comment je peux l'utiliser, comment je peux l'adapter à mon marché, à mon produit, à mon offre, et puis ça fonctionne. C'est ce que j'ai souvent écrit à mon ex-PDG Coca-Cola en lui disant, j'applique tous les jours tout ce que j'ai appris chez toi. Donc un bilan de compétences qui est souvent proposé donc aux entrepreneurs. Alors, oui, encore une fois, quand on est salarié dans une entreprise et qu'on se jette à l'eau dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc intrapreneur peut-être, mais l'entrepreneur, toute la différence, c'est quand même le risque. On est sans filet, on est sans rémunération au début, on se lance, donc il y a beaucoup d'inconnus, donc il faut avoir un peu le goût du risque. Peut-être une petite dose d'inconscience, puisque quand on fait la colonne des risques et des opportunités, ou c'est pas toujours évident que la colonne opportunité soit supérieure à celle des risques, mais je pense que c'est toujours pareil, il faut une bonne dose de courage, et puis ne jamais douter en se disant je vais y arriver, parce que j'en ai très envie. Que ce soit une évidence en fait. Alors justement, en fait, le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui, quelque part, surpréparent leur lancement et, on va dire, se sentent pratiquement jamais prêts. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour que justement ils se lancent, se dire voilà, lancez-moi avant d'être prêt. Quel est le chemin un petit peu, on va dire, d'état d'esprit? Alors moi j'ai un proverbe, le parfait est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'à un moment, si on attend que tout soit parfait, et c'est très français ça, que tout soit bien mesuré, verrouillé, quantifié, on se lance plus. Et donc il faut y aller. Et le test and learn, c'est vraiment ça. On y va, on teste le produit, et puis ça change. D'ailleurs, les Américains disent souvent, si tu lances ton produit et que tu n'en as pas honte, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et c'est très vrai. À un moment, il faut y aller, et puis on corrige. Et puis on refait, et puis on recorrige. C'est ça, c'est test and learn. Ça, c'est extra, ça. Si t'en as pas honte, ouais. Ça, c'est super, j'adore. Alors justement, en fait, dans ce livre, on a tous les conseils, justement, pour changer d'état d'esprit, pour pouvoir être un petit peu à l'entreprise à l'américaine, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça que vous cherchez aussi à insuffler peut-être en France, c'est-à-dire un état d'esprit, on va dire. Un état d'esprit dans le fait d'y aller, de l'audace, et je trouve que vraiment ce livre il est paru en 2010, aujourd'hui en 2019, on a l'impression qu'il a été écrit hier. Vraiment, c'est magnifique. Donc, écoutez, vraiment, si vous n'avez pas ce livre, je ne sais pas en fait si il est même pas en rupture de stock, mais donc allez-y en ligne pour aller le trouver. Donc, et donc on mettra les liens en bas. Voilà. Et puis on mettra aussi les liens en bas de Yapuka et de vos conférences pour que vous puissiez, vous entrepreneurs, venir assister à des conférences de Sandra Legrand. Et l'autre livre qui est complètement complémentaire, c'est vraiment ce livre Ambition, parce que en fait vous avez dedans des tas de témoignages, pas simplement d'entrepreneurs, mais de sportifs, d'artistes, sur justement la façon dont ils ont réussi à passer le cap de toutes les difficultés. Qu'est-ce que on peut apprendre d'autres, on va dire, secteurs pour pouvoir justement avancer? Je pense que quand on écoute des témoignages, quand on lit des témoignages, quand on écoute une conférence, ce qui est important, c'est d'être inspiré. Voilà, je pense qu'il y a une notion de je suis inspiré, je suis même. Les témoignages doivent être un peu aspirationnels. C'est-à-dire quand on sort, on a envie, en fait, et on se dit, lui y est arrivé, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Quand on voit Philippe Croizan qui a perdu ses deux membres, il est en tweet dans le bouquin, ses deux bras et ses deux jambes, et que il s'en est sorti, il a traversé la Manche à la nage, il a fait le Paris-Dakar. On se dit, mais moi, je devrais faire 10 fois plus, j'ai pas cet handicap. Donc je pense que c'est une question de volonté, c'est une question de se dire, quoi qu'il arrive, je vais y arriver, parce que je vais me donner les moyens. Alors c'est de l'effort, c'est du travail,
c'est de l'envie, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est se faire aider. Donc si vous avez un ego démesuré qui fait que vous n'avez pas envie de demander de l'aide, que ce soit à des proches, à des amis, à des parents, à des experts, des avocats, des experts comptables, etc. C'est dommage parce qu'on est tous là pour s'entraider. Et en plus, cette famille d'entrepreneurs est très généreuse. Vous l'avez cité, Croissance Plus, 100 000 entrepreneurs, Réseau Entreprendre, c'est des réseaux où les gens donnent beaucoup, reçoivent, mais c'est un cercle très vertueux, je donne et je reçois. Et donc je pense qu'il faut, c'est ensemble, on dit souvent chasser en meute, c'est ensemble qu'on est plus fort. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller à Stanford quelques semaines, et on voit très les résultats d'une équipe sont toujours supérieurs à la moyenne des résultats individuels. Ce qui veut bien dire que le côté équipe apporte vraiment de la valeur. Et plus les profils sont complémentaires, et plus ils apportent de la valeur. C'est pour ça que écouter un philosophe, écouter un sportif, écouter peu importe, un grand patron, écouter un politique, effectivement, tout ça, ça amène de la valeur. Moi, quand j'ai écouté Alexandre Bompard parler des 100 jours chez Carrefour et comment il avait diagnostiqué un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'il avait mis en place, etc., entre guillemets, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai piqué 3 idées que j'ai pu mettre dans mon business. Donc on peut toujours se dire, tiens, lui, il a fait ça, et pourquoi moi je pourrais pas l'appliquer à mon business? C'est donc la création collaborative et collective. Et donc, vous êtes aussi très impliqué dans l'entrepreneuriat féminin, il faut en parler, et il y a beaucoup de réseaux sur l'entrepreneuriat féminin. Quels sont, j'ai vu et j'ai lu beaucoup de vos interviews sur ce sujet-là, quels sont pour vous les atouts que justement la femme entrepreneur va pouvoir mettre davantage dans son business? Alors là, il me faudra encore 1 heure pour parler des atouts des femmes entrepreneurs. Mais on va faire un résumé. Bon, moi, je suis effectivement dans beaucoup de réseaux mixtes et puis féminins, IWF par exemple. Donc c'est vrai que j'essaie toujours de me dire, en fait, quels sont les vrais atouts d'une femme entrepreneur. Moi, je pense que le premier atout, c'est sa générosité. Les femmes sont généreuses, les femmes, alors peut-être parce qu'on a des enfants, on les éduque, donc on a aussi ce côté pédagogique qui est important. Parce que si vous expliquez bien ce que vous faites, ça s'achète mieux. C'est toujours pareil, si vous dites bien ce que vous faites bien, on va aussi bien évidemment foncer. Donc je pense que la générosité, la pédagogie, je pense aussi ce côté, on pose des questions, on demande de l'aide, on n'a pas un ego surdimensionné, ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible. Je crois aussi qu'on est très organisé et pugnace parce qu'on a 3 vies dans une, hein. On est maman, on est femme, on est multicasquette. Voilà, multicasquette, ce qui fait qu'on s'organise bien, on optimise nos temps. Et c'est vrai que en général, on essaie de tout cadrer dans une journée et on est polyvalente, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en même temps. Moi, ça m'arrive, je suis au téléphone, je signe des chèques pour la cantine, mes enfants étaient petits, je réponds à mes mails, j'écoute mes enfants, je sors les bouquins, je fais à manger, enfin, voilà. Donc, du coup, chef d'entreprise, c'est un peu un chef d'orchestre, et le côté polyvalence marche beaucoup. Donc voilà, ça, c'est quelques qualités, il y en aurait beaucoup d'autres, mais je pense que les femmes ont toutes les compétences pour savoir et bien développer des entreprises. Il faut surtout qu'elles se fassent confiance, parce que le petit déficit parfois, alors, aussi les réseaux, elles se disent peut-être j'ai pas le temps, je peux pas, il faut que je rentre chez moi, etc. Il faut se donner du temps pour les réseaux, il faut se donner aussi du temps pour se faire confiance, parce que on est aussi capable que d'autres de créer. Et quand je dis confiance, c'est aussi se donner une ambition. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, pas forcément que pour les femmes, mais une ambition, ça se visionne, une ambition, ça se construit, ça se partage. Et donc, il faut vraiment l'ambition, le réseau, la confiance, c'est des choses que la femme doit encore plus s'approprier. Ça va déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais il faut se faire confiance parce que je pense que... Et nous, avec Yapuka, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aux jeunes, que ce soit hommes ou femmes, bien sûr, jeunes ou moins jeunes, on essaie de leur donner confiance parce que quand la confiance, c'est c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Et j'encourage tous les parents à donner confiance à leurs enfants, à leur dire souvent, je suis fière de ce que tu as fait, c'est bien, tu vas y arriver, je vais t'encourager, comment je peux t'aider. Donc ça, c'est important parce que moi, j'ai pas forcément toujours bien fait avec mes fils. Hein. Je suis sûre que j'ai péché par quelques fois, mais j'ai toujours confiance en eux et je sais qu'ils vont faire de très belles choses. Et je leur ai dit et je leur ai répété. Voilà. Et je pense que ça, c'est un vrai cadeau qu'on peut faire à ces enfants. En fait, c'est tout faire pour qu'ils se sentent légitimes là où ils sont. Aussi bien les femmes, justement, par rapport à tous les codes sociétaux, mais aussi les jeunes qui ont ces difficultés pour rentrer dans la vie active. Donc, de ce fait, est-ce que dans Yapuka,
vous avez, comment dire, en termes au niveau des entraîneurs indépendants, je sais que vous avez une formation. À votre avis, comment ces entraîneurs indépendants ressortent de cette expérience? Voilà, ils auront fait, on va dire, ils auront mis la pierre à l'édifice, mais eux-mêmes, je suis sûre qu'ils se sont peut-être un peu transformés. Alors, on a effectivement chez Yapuka une communauté aujourd'hui de 130 entraîneurs. Donc, des entraîneurs, c'est qui? C'est soit des coachs, des experts RH, des formateurs, des recruteurs, des chefs d'entreprise, des avocats, des professeurs, mais c'est aussi des jeunes qui sont dans les écoles cibles, commerce, ingénieurs, Sciences Po, et qui font aussi passer souvent des entretiens dans leur écosystème, qui font partie du jury, qui entraînent leurs anciens collègues ou collègues mais étudiants de prépa. Donc, nous, le prérequis, c'est quand même que l'entraîneur qui postule ou qui candidate pour être un entraîneur Yapuka, il faut qu'il ait d'abord la pratique de l'entretien. Hein, ça s'improvise pas, c'est quand même un métier ou en tout cas un savoir-faire qu'on exerce. Donc qu'il ait en prérequis déjà entraîné, déjà eu quelques témoignages, quelques réussites, et puis après qu'il ait un certain nombre de valeurs qu'on partage avec Yapuka, des valeurs de générosité, des valeurs de bienveillance, voilà, parce que effectivement on travaille avec le jeune, moins jeune, celui qui se reconvertit, celui qui veut pitcher un projet, et tout ça c'est des gens avec qui on doit être à la fois bienveillant mais exigeant. Voilà, et avec l'entrepreneur, si vous avez bien pitch entrepreneur, et bien sûr, confiance en eux. Et bien sûr, on entraîne les entrepreneurs dans le pitch entrepreneur, parce que là aussi, on doit être bienveillant et exigeant. On pose les bonnes questions, parce que sinon ça fonctionne pas. Nous, on les entraîne à être prêts, et ça se fait en 3 séances, ça se fait en 1 séance. Alors, en 1 séance, bien sûr, ils sont moins prêts qu'en 3 séances. Mais voilà, ça dépend. Et puis après, on peut faire plus, bien sûr. Alors, est-ce que finalement, vous parliez d'une communauté d'entrepreneurs, d'entraîneurs? Donc finalement, est-ce que c'est pas un premier pas aussi pour commencer à réseauter? Ah, bien sûr, nous alors d'abord, on est très fiers de notre communauté parce qu'on a des profils extraordinaires et je pèse mes mots parce que on les sélectionne beaucoup. On a eu, je sais pas, 500 candidatures et aujourd'hui on en a sélectionné et formé parce qu'on les forme aussi à notre méthode Yapuka, parce qu'il faut qu'il y ait une méthode nationale, voire internationale, puisqu'on a aussi des entraîneurs à l'autre bout du monde, hein, à Shanghai, à New York, etc. Okay. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit une communauté homogène par les valeurs, très hétérogène parce que effectivement chacun a son expérience, son savoir-faire, son background, son expérience, et bien sûr entre eux, il y en a qui écrivent des bouquins, il y en a qui sont dans des associations, enfin, et on a vraiment des profils fabuleux. Et entre eux, bien sûr, ils se rencontrent puisque on est sur les salons, que ce soit le Monde ou l'étudiant, avec les étudiants pour présenter notre produit. On fait des afterwork, on les fait intervenir dans des médias, ils ont des interviews, des vidéos, enfin voilà, on essaie le plus possible de créer cette communauté pour bien sûr être ensemble le plus souvent possible, et puis on se parle, on se connecte à travers le site. En fait, vous lancez là un petit peu, on va dire, une famille Yapuka, donc il y a ce sens de la transmission et aussi transgénérationnel. Donc quelque part, c'est là aussi, je trouve un état d'esprit un peu à l'américaine quand même quelque part, parce qu'on est très cloisonné en France. Alors oui, moi je suis pour le décloisonnement total. On n'est pas en silo, on est maintenant. Il faut être open-minded, il faut être en open innovation, il faut être en collectif, en collaboratif. D'ailleurs, dans mes conférences, je parle du l'ère du le covoiturage, le coworking, le collaboratif, la cohabitation. Enfin, tout ça fait le collectif. Donc moi, je crois qu'on gagne beaucoup à faire du collectif. Chaque personnalité a sa propre ADN, a son propre ADN. Mais ensemble, ça se complète, ça s'énergise, ça se réénergise même, parce que on a des coups de mou aussi quand on est entrepreneur. Là, on parle, on se dit c'est génial, c'est top, c'est presque même facile, mais c'est difficile. Et on a des coups de mou, des chutes de motivation. Et comment on se remonte? Beaucoup avec les autres. Voilà. Moi, je sais que j'ai souvent fait appel à mes business angels, qui sont aussi beaucoup des amis. J'ai fait appel à des experts comptables, à des autres entrepreneurs, parce qu'il y a encore un proverbe, j'aime bien celui-là, quand on s'analyse, on s'inquiète, et quand on se compare, on se rassure. Donc, là aussi, souvent on se dit, mais je fais pas bien ça, et ça, comment on le fait? Mes tableaux de reporting sont comme ça, moi j'ai des problèmes avec ma banque et tout. Et puis quand on discute avec d'autres entrepreneurs, ils ont les mêmes sujets.
Donc on se dit alors ensemble, comment on trouve des solutions? Ah, toi t'as fait ça? Bah génial, moi aussi je peux le faire. Tiens, appelle un tel de ma part. Tiens, tu sais qu'il y a un gars qui aide à chercher des financements non dilutifs. Tiens, BPI m'ont vachement aidé, appelez, ils ont un truc sur l'innovation, etc. Donc on se donne les bons tuyaux. Et de façon très généreuse, parce qu'on n'est pas en compétition. Au contraire, plus les entrepreneurs vont se développer, mieux ça marchera et le monde sera bien meilleur parce que l'entrepreneuriat, ça développe des valeurs extraordinaires. Alors moi, je suis pas anti-salarié ou entreprise, au contraire. Je pense qu'on peut être intrapreneur dans les entreprises, donc avoir un vrai comportement d'entrepreneur. Je pense aussi qu'on fait des très belles carrières dans des grands groupes. Et je suis un peu contre le grand groupe bashing qu'on a de temps en temps avec des jeunes qui nous disent « Ah, mais moi, je veux plus rentrer ni là, Coca, Danone, tout ça ». Regardez, c'est quand même des boîtes qui vous apprennent beaucoup de choses, qui se sont aussi complètement repensées, qui ont fait beaucoup d'efforts dans l'innovation, dans les modes de travail, les coworking, etc. De l'agilité. De l'agilité, voilà. Donc, moi, je suis pour tous les segments, hein, qu'on soit entrepreneur, entreprise, intrapreneur, auto-entrepreneur. D'ailleurs, je dis souvent quand je fais des conférences avec des jeunes, vous aurez plusieurs vies, vous aurez plusieurs statuts, vous démarrez salarié, vous serez en freelance, après vous serez auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, puis vous reviendrez peut-être salarié, voilà. Donc voilà, je pense qu'une vie, c'est l'aventure humaine. Ouais, puis une vie, c'est fait de beaucoup de choses. Donc voilà, donc nous, effectivement, avec Yapuka, on a envie que les jeunes prennent confiance en eux et arrivent à trouver l'école de leur rêve, le stage de leur rêve, le job de leur rêve. On a aussi envie que certains salariés puissent aussi parfois se remotiver, peut-être se reconvertir, peut-être aller chercher une mobilité qu'ils n'ont pas. Et comme ça fait longtemps qu'ils n'ont pas passé d'entretien, je les encourage à nous solliciter. Hein, c'est très simple, yapuka.org, vous venez et on mettra les liens en bas. Voilà, et on vous trouvera les entraîneurs qui vont bien. Mais c'est aussi l'entrepreneur qui veut s'améliorer dans le pitch. Et puis c'est aussi les collégiens qui ont un petit premier oral qui s'appelle le stage d'insertion en troisième, observation, pardon. Et puis le bac, hein, maintenant Jean-Michel Blanquer a mis un oral au bac et donc l'oral prend de la place, on l'a vu, Sciences Po maintenant fait un oral et puis d'écrit. Donc voilà, il y a une vraie aujourd'hui appétence pour l'oral, l'art oratoire, l'éloquence. Absolument. Et tout ça, c'est ce qu'il y a plus qu'à faire, donc on est vraiment dans l'air du temps et dans le marché. Bravo, bah écoutez, on souhaite une belle réussite comme vous avez eu pour CACE à yapuka.org. Sandra, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme bonne question à se poser là maintenant aux entrepreneurs pour, on va dire, utiliser toutes ces bons conseils? Écoutez, moi j'ai qu'une question qui est importante, c'est est-ce que vous en avez vraiment envie? Voilà. Parce qu'avec l'envie, on peut tout faire. Et d'ailleurs, c'est pas moi, c'est Franck Ribot qui dit la meilleure qualité, la plus grande qualité, c'est l'envie. Voilà. Et je pense que quand on a envie, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, vous le voyez, nos jeunes, quand ils ont envie de quelque chose, ils y arrivent. Quand ils n'ont pas envie, ils sont pas motivés, et bien ils le font pas. Donc, comment je crée l'envie? Comment j'entretiens l'envie? Comment je remotive l'envie? Parce que l'envie, c'est pareil, c'est quelque chose qui vit. Et en fait, justement, quand vous parliez de capitaliser tout à l'heure, c'est aussi de retrouver son envie, parce qu'on a tous été jeunes aussi, et à un moment donné, on la perd. Et pour conclure, moi, je dirais, laissez aller votre envie. C'est-à-dire que si vous avez envie d'entreprendre, lancez-vous. À un moment, il faut arrêter peut-être de réfléchir, il faut arrêter de se dire que c'est pas possible, il faut arrêter d'écouter ceux qui vont vous dire, mais tiens, dans un bon job, tiens, une bonne sécurité, etc. Parce que si vous n'êtes pas heureux, si vous avez envie d'autre chose, eh bien, il faut y aller. Savoir s'écouter. Voilà. Et moi, je dis toujours, on a toujours le choix. C'est une phrase difficile parce que parfois, on l'a pas, et c'est vrai, mais comment on fait pour se donner le choix? Voilà. Il faut réfléchir à ça. Et puis, après, c'est une histoire aussi de famille, voilà, suivant dans quelle situation on est. Donc, moi, voilà, je trouve que c'est tellement extraordinaire d'être entrepreneur de sa vie. Alors, entrepreneur de sa vie, ça veut dire aussi être dans un bon métier, être dans une bonne entreprise, être dans des associations, être en compétition sportive et tout. Donc, voilà, il faut être entrepreneur de sa vie. Alors, avec tous ces bons conseils que nous a donnés Sandra, aujourd'hui, quel est celui que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite? Aujourd'hui, alors nous vous proposons avec Sandra d'engager le dialogue et de répondre en bas dans les commentaires. Sandra pourra également vous répondre. Vous trouverez tous les liens par rapport au sujet dont on a parlé en bas également dans les commentaires. Et en répondant aux commentaires pendant que vous serez sur le site, profitez-en pour vous abonner et recevoir automatiquement la formation audio gratuite Comment influencer positivement vos prospects grâce au neuromarketing, c'est-à-dire justement donner envie d'acheter. Sandra nous en a parlé tout à l'heure.
Si vous avez aimé cette vidéo, cette fabuleuse interview, alors surtout likez, partagez à tous les entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de tous ces conseils de Sandra. Et je vous retrouve dans une prochaine chronique. Merci beaucoup pour votre confiance et votre temps.